messieurs, en vos titres et qualités, à l'Institut français Art de la Gombe. Nous vous disons merci d'abord pour avoir honoré de votre présence cette matinée scientifique qui met à l'honneur le professeur Igina. C'est pas moi à monopoliser la parole. Tout ce que je peux vous dire, c'est d'être à l'écoute de tout ce qui va se dire. Merci. Nous voudrons de prime abord nous acquitter d'un agréable devoir, comme je venais de le dire, vous remercier et vous souhaiter la bienvenue dans ce beau cadre de l'Institut français Al de la Gombe au sein de la médiathèque Floribert Chebeya. Ceci pour échanger autour de l'ouvrage intitulé « Relance des industries industrialisantes par la formule joint venture, modélisation du partenariat gagnant-gagnant » dont nous sommes l'auteur. Et cet ouvrage a été publié aux éditions universitaires et européennes d'Allemagne, qui du reste a couronné l'œuvre d'un certificat honorifique de la même édition. Et donc, voilà, on était ensemble et puis nous avons reçu ces prix-là. Alors ici c'est l'affiche qui a traduit au fait ces prix d'excellence. Et maintenant, position du problème. Alors nous pouvons dire que la quintessence de nos recherches est partie d'une observation. Nous avons constaté que les entreprises de grande envergure que regorge notre pays, notamment la Gécamine et la Soussidaire, étaient arrivées dans une situation d'arrêt d'activité, c'est-à-dire cessation d'exploitation industrielle. Alors le gouvernement congolais avait essayé de réhabiliter ces industries, mais n'a pas pu le faire. Donc il a utilisé les stratégies comme plan triennal, les plans quinquennaux, le programme de relance conçu par lui-même, mais cela n'a pas réussi, faute de moyens de financement. Alors, quels sont les facteurs qui favorisent le risque élevé? D'abord, déficit de prospection, de jugement des mines. Chez nous, il n'y a pas vraiment actuellement des experts qui peuvent le faire. Donc nous attendons qu'on puisse nous dire que non, voilà, à Massina, il y a ça et nous y a. On devrait vraiment avoir ces gens bien formés pour faire des prospections pareilles. La vétusté de l'équipement utilisé. Quand vous utilisez un tel équipement, vous ne saurez pas vraiment rentabiliser votre investissement. L'irrégularité du rythme de production. Tantôt vous produisez 4, tantôt vous produisez 2, tantôt vous produisez 10. Tout ça, l'absence de l'économie d'échelle. L'économie d'échelle veut dire produire plus, mais à un faible coût unitaire. Nous, c'est le contraire qu'on fait. Absence des effets d'entraînement. Ces cuivres-là, si on ne les achète pas, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne sais pas, même cobalt, ainsi de suite. Fraude généralisée, le non-respect des clauses, statistiques de production tordue. Vous savez, les Congolais aiment être directeurs financiers, ainsi de suite. Mais les étrangers aiment statistiques de production. Mais c'est là où il y a, comment dirais-je, tous ceux qui donnent à l'entreprise les moyens. Alors, donc, l'absence de réglementation, trafic d'influence, manque de transparence, népotisme, ainsi de suite. Voilà, ces éléments-là augmentent le risque et il faut faire en sorte que ces risques-là soient, n'est-ce pas, réduits. Ces facteurs ont entraîné des conséquences sur le plan économique, sur le plan des droits des sociétés, sur le plan fiscal, sur le plan politique, droits humains et environnemental. Voilà. Pendant qu'ailleurs, pour l'environnement, nous évoluons dans la logique de pollueur-payeur, mais chez nous, ce n'est pas le cas. On produit des déchets toxiques, ça détruit l'environnement, mais
On signe même un cahier de charges pour payer, mais on ne paye pas. Il y a des choses qu'on doit vraiment revoir pour les besoins de la cause. Pour terminer, nous avons quelques recommandations. Lorsque nous avons présenté la thèse, moi j'ai préparé la thèse ici, mais je l'ai défendue dans la zone CEMAC. Je sais que M. Diop est là, de l'UNESCO, il fait partie de la CEMAC. Alors, nous ici, on dit des recommandations comme ça. Non, là-bas ils ont dit, vous devez mettre des recommandations à tous les échelons de la vie sociale. Donc, commencez par la présidence de la République. Qu'est-ce que doit faire pour le Joint Venture, pour le partenariat? D'abord, promulguer une loi portant dispositions générales applicables aux Joint Venture. On ne peut pas fonctionner sans loi. Comment on va fixer les repères? Comment on va fixer les taux sans loi? On me dira qu'il y a le code minier, mais on entend bien le code minier. Maintenant, ici, la Joint Venture, c'est beaucoup plus général. Si on va maintenant dans les activités autres que les mines, vous allez encore avoir un autre. On aura combien de codes finalement? Code forestier, code des bibliothèques, code des marchands, code des professeurs, voilà, plusieurs. Donc, il faut une loi qui traite la matière des jeunes ventures d'une manière générale. Mettre en place un observatoire, ça je l'ai déjà dit, pour éviter le laxisme. Voilà, mettre en place aussi le décret présidentiel pour un marché financier. Vous voyez, le Congo n'a pas un marché financier. Mais comment on peut parler d'un pays qui se veut vraiment, comment dirais-je, moderne, ou soit qui projette l'année 2030 pour l'émergence, mais aucun marché financier. Marché financier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de banque qui finance à long terme. Hein? Si nous allons là-bas, et même si on fait 5 ans, on ne dépasse pas 10 000 francs, 10 000 dollars. Hein? Crédit véhicule, oui, mais est-ce que tous on a besoin de véhicules? Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, je prends les véhicules, je vais les vendre pour. Ouais, souvent on fait comme ça. Donc on comprend qu'il faut un marché financier. Donc du genre sous-fidé, vous renforcez ça, ça va vraiment aider pour que nous puissions nous financer à partir de notre pays. Ça va éviter aussi trop de complications. Alors les joint ventures, c'est quelque chose qu'on doit vraiment promouvoir et ça doit promouvoir le droit de l'homme. Alors on va aller vite pour le gouvernement. Nous avons dit des choses. Pour les entreprises GECAMI de la société, nous avons dit comment ils doivent se comporter, maîtriser la gestion, endiguer le mot qui ronge les joint ventures, strict respect des conditions, minimiser les risques, ainsi de suite. On a prodigué quelques conseils et puis tout ça on ne doit pas lire. Aux partenaires étrangers, faire preuve de transparence dans la gestion quotidienne, le respect des engagements et faire promouvoir profondément le respect des droits de l'homme et de l'environnement. Il y a aussi un problème. Les Congolais acceptent la corruption, mais qui corrompt les Congolais? C'est aussi ça le problème. Si vous êtes contre la corruption, il ne faut pas corrompre. C'est vous qui posez le problème. Vous voulez faire quelque chose, on vous dit de payer ça, vous cherchez des éliminations, vous allez tout faire pour dissuader, pour amadouer, pour corrompre. Alors, nous sommes dans un environnement aussi précaire. C'est à eux d'abord d'éviter la corruption. Ils doivent éviter la corruption et les achats de conscience, les investissements spéculatifs. La spéculation, c'est quoi? C'est un investissement où on voit que bon, d'ici là, je gagne et je repars. C'est ça. Il faut des investissements qui doivent vraiment se positionner à très long terme. Des investissements dévastateurs. Lorsque vous êtes à la GECAMINE, j'ai été à Lubumbashi, je suis allé à Kasumbalès. On prend tout, toute poussière, sable, tout, on met comme si on allait jeter quelque part, ça traverse à la Zambie. Là, vous êtes en train de dévaster, susceptible de ruiner l'économie congolaise. Donc, nous signalons de la part de nos partenaires aussi une certaine discipline, une certaine manière de gérer les choses. Privilégier le règlement à l'amiable quand il y a un problème. Je ne suis pas juriste, mais je suis entouré de juristes. D'abord, l'amiable. Mais les gens sautent dessus. Parce qu'ils savent que sur le plan international, on n'a pas représenté. Il n'y a même pas une loi. Parce que Washington dit ceci.
lorsqu'il y a un problème, un différend, on doit les juger selon les lois de ce pays-là. Là où il y a l'exploitation, ou une autre loi sur la joint venture. L'absence de cette loi, on va, n'est-ce pas, se contenter de lois générales. Et dans ces lois générales-là, c'est facile qu'on puisse nous avoir. Quand nous disons cette loi-là, parce qu'elles ont toutes ces lois-là, la joint venture n'est pas une invention de la RDC. Là où ça a commencé, entouré de lois. Vous courez pour l'utiliser. Mais sans loi, comment vous allez vous en sortir? C'est ainsi qu'on précise d'avoir la loi pour éviter de recevoir des chaos chaque fois au niveau de l'arbitrage international. S'acquitter régulièrement des droits des partenaires. Il faut payer ces droits-là. Par exemple, les impôts, le droit, ainsi de suite. Payer, on doit payer, on doit voir aussi la traçabilité. Mais qu'est-ce qu'on constate? Lorsqu'on arrive là-bas, on appelle les gens de l'agence de la DGI, on leur donne l'argent et de ces thèses. Donc, nous sommes un pays corrompu, j'accepte, premier pays, mais les gens qui nous corrompent aussi sont pour quelque chose dans ce qui nous arrive. Je ne soutiens pas les gens qui sont corrompus, mais de part et d'autre, on doit travailler nos mentalités pour qu'on puisse évoluer ensemble. Pour les travailleurs, preuve d'adaptation aux nouvelles technologies, c'est aussi ça le problème. Il y a des machines. Aujourd'hui, la prospection ne se fait pas comme ça se faisait avant. Aujourd'hui, même pour préparer l'acier, pour produire le fer, barre de fer, ça ne se fait pas comme on le faisait. Preuve d'adaptation, s'il vous plaît. Sinon, on ne va pas évoluer. Donc, il faut former les gens comme on le fait. Constituer des syndicats, c'est aussi ça, parce que souvent, les syndicats posent problème dans ce genre. Alors, les perspectives sont là. Nous disons que, bon, voilà, certains chercheurs peuvent voir de quelle manière continuer, n'est-ce pas, cette étude, poursuivre cette étude. C'est très important pour que nous puissions à tout moment nous compléter mutuellement pour que le partenariat soit réellement bénéfique et totalement gagnant-gagnant. La joint venture se caractérise en Afrique par des taux très élevés d'échec. Il y a 3 semaines, je suivais la Voix de l'Amérique. Il a été dit ceci par les journalistes que la Côte d'Ivoire, le Ghana, qui exploite le cacao avec le partenaire étranger, avec leurs partenaires qu'on appelle les broyeurs, ils sont en train de vouloir renégocier leur partenariat parce qu'ils ne bénéficient que de 2% de redevance. Il y a 3 semaines, je ne sais pas si les gens dans la salle ici ont suivi ça. 2%. 2 semaines. 2. Parce que moi je connais, j'ai étudié la joint venture en Afrique, ailleurs, tout ça. Il se passe souvent ce genre de choses. Ici au Congo, quand on a voulu revoir ces taux à la hausse, il y a eu le nouveau code minier. Bon. Les gens parlaient, non, ce n'est pas ça. Tantôt ils sont pour, tantôt ils sont contre, non, on exagère tout ça. C'est comme si c'était seulement l'affaire des Congolais. Je le disais tantôt, l'Angola est un bon pays, et tout le monde va là-bas pour s'agglutiner autour de la rente et tout ça. Je dis, ce sont des économies entières. C'est la joint venture. Vous allez voir que quand ça ne va pas marcher, il y aura des gringolades. Vous avez suivi l'émission ici, je le disais. Où sommes-nous aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que nous conseillons? Nous conseillons tout simplement que l'on puisse renégocier ces partenariats, surtout pour notre cas, ça a été signé dans des conditions que tout le monde connaît, sans parler de nom. Et c'était pour l'effort de guerre, on nous a imposé cette affaire-là, parce qu'il faut savoir faire les choses. Ou soit vous le faites, ou soit, bon, vous savez ce qui vient derrière, c'est le déboulonnement à bout de canon, à bout de canon. Ces histoires de joint venture ici. Savoir négocier et faire les choses. Maintenant, pour ce qui est des conséquences, la corrélation,
Les conséquences sont là et la corrélation existe. Regardez, l'Angola, quand il y avait le trouble, il y a des gens qui partaient, hein, ils prenaient les risques. Et d'autres laissaient leur peau là-bas. Et ceux qui réussissaient à nous revenir ici, nous sommes leurs locataires. Moi, j'ai été locataire des gens de Lunda depuis que j'ai commencé ma vie. Donc, j'ai quitté la famille. Première maison, c'était un garçon de Lunda, un petit. J'ai loué là-bas, vous connaissez. Deuxième maison, Lunda. Là où je suis, Lunda. Ce sont des petits. Il est rentré avec combien? 1 million de dollars. La folie, il ne lui reste que cette maison-là. D'ailleurs, la maison est en vente aussi. Et toutes ces maisons-là sont déjà vendues. Alors, il y a 2 comportements au niveau des agents économiques vis-à-vis des risques. Je dois, avec tout le respect, dire que l'honorable sénateur qui est devant moi ici, c'est mon ami scientifique, un économiste de renom. Et il va dire que non, le professeur, mon petit frère, qui n'a pas raison. 2 comportements. Il y a des gens qui ont de l'aversion pour le risque. Ou si le risque est trop élevé, ils ne s'engagent pas. Ce sont des gens comme ça, des comportements. Mais il y a d'autres qui ont le goût du risque. Parce qu'ils disent qui ne risque rien n'a rien. Là où le risque est élevé, la rentabilité aussi est élevée. Et les conséquences aussi sont élevées. Bouf, ou soit ça casse ou ça passe. Mais vous avez vu les gens qui vont tout le temps là-bas. J'étais avec M. Diop au Maghreb, Maroc. J'ai vu, on a vu, non? Là où les gens traversent, ils prennent des risques. Ceux qui réussissent à accoster, bon, ils changent de vie. Pour vous informer, notre ami a vécu longtemps dans l'Italie, là où on accueille ces gens-là. C'est un peu ça, les 2 positions. Extrêmes. Mais il y a d'autres qui sont perplexes. Risque ou pas risque. Mais là, on ne met pas beaucoup d'accent. Donc, c'est intimement lié. Les risques, il y a trop de conséquences. Les conséquences drastiques. Donc, la corrélation existe. Mais sauf que lorsqu'on calcule vraiment, on trouve que là où le risque est élevé, les rentabilités élevées, les conséquences élevées. Là, il y a moins de risques, moins aussi de rentabilité. Celui qui vend ses taux dans la carrière de mine va vendre ça à 500 francs. Ah mais il court quel risque là-bas et quelles conséquences. Donc vous voyez, c'est un peu, comme qui dirait, intimement lié, risque et conséquences. Ancien ministre du Commerce et du Plan, mais aussi en tant que parlementaire. Lorsque j'ai lu le titre, je me suis retrouvé au cœur des défis économiques de la République démocratique du Congo. Quel est le problème économique de la RDC finalement? Au-delà de toutes les panoplies de problèmes qu'on peut soulever, comment hiérarchiser cela, c'est difficile. Mais on trouve la problématique de l'industrialisation du pays au cœur des défis à relever. Et la relation entre ces défis d'industrialisation et la question de la joint venture est une relation, pour ma part, directe. Comment répondre à ces défis d'industrialisation pour un pays désindustrialisé comme le nôtre, mais pour un pays où l'effort de l'industrialisation est certes timide, mais il n'a pas encore atteint le niveau souhaité pour espérer lire son impact sur la croissance de l'économie et le bien-être des citoyens. Et donc je me suis dit, il faut que je vienne pour que je puisse avoir le résumé déduit par l'auteur lui-même, ce que j'ai raté d'abord. Et là, l'auteur me plonge dans une lecture assidue parce qu'à partir de ce soir,
je commence à vouloir savoir ce qui se trouve là-dedans. Mais de prime abord, je voudrais dire que le thème est d'actualité, à la fois pour les scientifiques que pour les décideurs politiques. Quelles sont les tendances? Nous exportons plus de 92% de produits primaires et nous en importons 8%. Et c'est là le grand défi. On ne peut pas développer, on ne peut pas se développer si on n'a pas inversé les tendances et si l'industrie ne rentre pas au cœur de l'action économique, au cœur de la décision politique. Merci. Et je voudrais féliciter le professeur Ekina. Tout simplement, d'abord, parce qu'il a osé écrire. Nous sommes en Afrique et la plupart du temps, nous sommes dans des cultures orales. L'histoire et les connaissances ont été transmises par la manière orale avec toutes les conséquences de perte, de transformation que nous avons connues. C'est pourquoi, à un moment donné, quand je vois un grand intellectuel prendre la plume et écrire, moi je me réjouis parce qu'au moins, c'est un gage de pérennité. Bon, la joint venture traduit au fait ma petite contribution que j'ai faite en réalisant mon ouvrage intitulé Relance des industries industrialisantes par la formule joint venture, modélisation du partenariat gagnant-gagnant. Dans cet ouvrage, j'ai tout simplement retracé le début de ce partenariat, son évolution et son aboutissement macabre. Tout est parti d'une observation. J'ai constaté que les industries de grande envergure de notre pays, telles que la GECAMINE et la Société, avaient signé des partenariats avec certaines firmes étrangères. Alors, après investigation, j'ai trouvé que ces partenariats étaient mal négociés. Alors, on a décrié la corruption, manque de transparence, répartition arbitraire de parts, énorme avantage au profit des partenaires étrangers, au détriment des partenaires locaux. Et nous avons aussi parlé de la modicité des retombées financières et même économiques. L'absence totale de la loi sur la joint venture et le caractère apathique de l'État qui n'a pas su, n'est-ce pas, contrôler le partenariat et de manière suivie. Et en fin de compte, nous avons envisagé comme panacée un modèle efficient pour la relance de ces industries par la joint venture. Le modèle intitulé Modèle Ekina de relance des industries par la joint venture, en sigle MERIJ. Oui, le code minier, il y a l'ancien code minier et le nouveau code minier. L'ancien code minier, nous pouvons dire qu'en faisant une lecture croisée entre les deux codes, l'ancien code minier était caractérisé par le faible taux de redevance, le faible taux de royalty. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un exploite dans une activité minière, il ne doit payer que 2% des royalties ou des redevances sur le chiffre d'affaires. Et cette situation a duré depuis 2002. Et dans nos recherches, nous avons essayé de décrier cela. Pour dire que même si on faisait descendre les anges pour gérer la RDC, dans ces conditions-là, ça serait pratiquement impossible de booster la relance. Tellement qu'on a beau crier, on a décrié. Bon, j'ai parié que les autorités avaient entendu notre cri d'alarme et vers la fin de 2018, on a maintenant un nouveau code minier. Et le nouveau code minier se caractérise par l'augmentation de ces différents taux de paiement, notamment au niveau des royalties, et même du côté de répartition de parts, et même au niveau des dividendes. Donc on a essayé seulement de revoir certains taux de paiement à la hausse
pour faire asseoir un partenariat véritablement gagnant-gagnant. Ce code minier rencontre beaucoup de résistance, beaucoup de difficultés, parce que les partenaires étrangers sont en train de réfléchir par 2 fois pour l'accepter. Mais bon, nous sommes en train, nous, scientifiques, d'observer cette situation pour voir comment on va aboutir avec ça. Donc, il serait mieux, comme maintenant, le Ghana et la Côte d'Ivoire aussi ont le même problème. Le Ghana produit les cacao et même la Côte d'Ivoire, mais avec leurs partenaires qu'on appelle broyeurs, ils se posent pratiquement le même problème. Le même problème parce que la redevance est toujours de 2%. Vous voyez, ça ne concerne pas seulement le Congo, ça concerne aussi d'autres pays, mais la révisitation, c'est ce qui est envisagé. On va révisiter pour qu'on puisse répondre aux défis. Voilà, le gouvernement actuel a besoin de ressources et comme nous, il n'y a que présentement le secteur minier qui est porteur de ressources, il faudrait repenser ce partenariat, revigorer ce partenariat pour que cela puisse créer des effets détonateurs, des effets propagateurs pour essayer d'améliorer tant soit peu les conditions de ces partenariats afin qu'il y ait certaines relances.